ces avantages dont vous parliez. Voilà, comment peut-on, justement, travailler l'inclusion? Est-ce que c'est la personne dans sa globalité ou est-ce qu'on se focalise uniquement sur ses compétences? Bah, de toute façon, une personne, c'est pas une liste de compétences, hein, c'est une personne. Donc, effectivement, elle est multiple et elle est et dans toutes les directions, qu'elle a, en plus, le curseur, il est pas fixe, il bouge. Donc si on s'intéresse à la personne uniquement, sur une liste de compétences, je pense qu'on va passer au travers à la fois de aussi de l'engagement de la personne, du fait qu'elle ait envie de rester et voilà, et on va passer au travers du potentiel qu'elle pourrait exprimer, qu'elle pourra pas exprimer, quoi. Mais alors du coup, comment fait-on là, peut-être plus vers Véronique maintenant, comment fait-on pour, travailler justement, favoriser cet accueil, cette intégration, cette inclusion, avec des personnes qui ne maîtrisent pas forcément les fondamentaux du langage, vous en parliez tout à l'heure, avec des codes ou une expérience différente? Comment? Quelles sont les étapes de En l'accueil? fait, quand on accueille, il y a la personne qui arrive et la personne qui va accueillir. C'est-à-dire que c'est pas, c'est un collectif. On ne peut pas, il faut d'abord travailler en interne avec ces équipes présentes sur, sur notre stabilité d'équipe. Et une fois qu'on sait travailler ensemble, et ben, comment on accueille les nouvelles personnes, quelle que soit la personne, puisque de toute façon, c'est une nouvelle personne avec ses différences, avec ses compétences, avec ses personnalités. Donc, que ce soit une femme, que ce soit un migrant, que ce soit une personne avec un handicap reconnu ou pas reconnu, que ce soit un jeune de quartier qui n'a pas les codes non plus, mais qui rentre aussi dans ce profil de diversité. Dans le bâtiment, je fais juste une aparté, on avait quand même cette particularité de récupérer, on va dire, en gros, les échecs scolaires. Vous allez l'éducation nationale, alors je tape sur personne, hein, surtout pas, mais l'éducation nationale avait quand même cette facilité de dire, bah, écoute, t'es pas très bon à l'école, tu sais pas trop ce que tu vas faire, bah, va dans le bâtiment. Hein. On était assez habitués au niveau de notre culture d'accueillir des profils déjà en difficulté ou en tout cas des gens qui se cherchaient. Le bâtiment permet de se développer et de sortir, parce que de l'intelligence, il y en a chez tout le monde, et elle peut se déployer dans le bâtiment. Après, on a eu la chance, nous, notamment en seconde œuvre, d'avoir un engouement pour la décoration. Donc, ça a valorisé notre métier, ça en a fait un beau métier, et du coup, on a eu des profils là aussi différents de ce qu'on pouvait retrouver avant, et on a accueilli des gens en reconversion professionnelle. Donc, on va accueillir vraiment, quand on accueille vraiment des gens extrêmement différents entre le jeune de 16 ans qui part après la troisième et la femme de 30 ans qui en a marre d'être derrière un guichet à la banque et qui veut se mettre à donner du sens dans son travail. Mais pour ça, il faut que nos équipes soient prêtes. Il faut qu'elle soit prête. Il ne faut pas que ce soit non plus du forcing, c'est-à-dire que quand on n'accueille pas non plus en masse. Il faut faire attention au nombre de personnes qu'on accueille. On ne va pas prendre 10 personnes d'un coup parce que sinon elles seront mal accueillies, on ne prendra pas le temps. La chance qu'on a dans notre métier, c'est qu'on travaille en équipe. Donc l'accueil, il est permanent. Il n'est pas juste un instant T, je te donne une fiche de tâche qui explique ce que tu vas faire et tu t'en vas. C'est qu'il y a un accompagnement sur toute la journée en permanence. Et donc là, la personne se sent accueillis pour des petites choses, en fait. Et du coup, bah, je rebondis sur il y a une question aussi de Idjinov. Hem, Au-delà effectivement des caractéristiques des personnes et individuelles, comment favorise-t-on justement cette relation entre les personnes qui, parfois, ne maîtrisent pas ou n'ont pas les mêmes codes? En Pardon, je vous laisse, Je pense que la première chose qui est importante en entreprise, en tout cas, c'est d'avoir positionné ses valeurs. Pourquoi on travaille, pour qui on travaille, comment on va le faire. Et une fois que nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, on a réussi à positionner ces valeurs, on les fait véhiculer, valider avec ses salariés. D'ailleurs, s'ils ne se sentent pas bien dans notre entreprise, eh ben, c'est qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, donc il va y avoir un turnover. À partir du moment où ces valeurs sont bien positionnées, on sait pourquoi on va faire les choses, on sait pourquoi on va accueillir une nouvelle personne et on sait comment on va le faire. Et on va préparer en amont, évidemment, le profil qui ne va pas être un profil classique. mais alors, vous parlez de valeurs, là, c'est peut-être plutôt une question pour les 2, Véronique et Christian. Hem, je crois savoir, j'en suis moi-même convaincu, mais
qu'il y a parfois des entreprises qui affichent des valeurs et dans leur quotidien, dans la réalité de leur quotidien, on entend des salariés, des collaborateurs qui se disent: «Mais ce sont que des valeurs affichées, c'est pas ce que je vis dans la réalité de mon quotidien». Comment s'assure-t-on que, les valeurs que l'on présente, soient concrètement vécues en entreprise? Je veux bien répondre assez facilement sur cette question parce qu'en fait, elle se vérifie très rapidement. Si vous n'avez pas de turnover dans votre entreprise, c'est que les gens, ils sont en phase avec vos valeurs. Sinon, ils vont partir. Enfin, les salaires seront globalement les mêmes, les travaux seront globalement les mêmes, les clients sont globalement les mêmes d'une entreprise de peinture à une autre. Donc, bon, bah, si j'ai envie, notamment avec notre nouvelle génération où on a besoin d'aller voir ailleurs, donc s'ils ne sont pas sûrs, si ces valeurs-là ne sont pas bien implantées, ils partiront, c'est sûr, ils ne resteront pas chez vous. À partir du moment où on n'a pas de turnover, ou très peu, bah, c'est qu'on est bien en phase et c'est qu'on est bien sur les mêmes modes d'envie de travailler, on a le même sens dans le travail et les mêmes envies. Et on l'a aussi, alors pas que dans nos salariés, je dirais chez nos clients. Je suis une entreprise qui existe depuis 50 ans. Les valeurs qui sont aujourd'hui sont les valeurs que mon père avait déjà positionnées dans l'entreprise. Quand on a des clients qui ont plus de 40 ans de fidélité, en tout cas à notre entreprise, c'est que c'est réel, en tout cas. Il y a une vraie réalité entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment on le fait. OK, merci beaucoup, Véronique. Et alors justement, est-ce qu'on peut aider, alors vous êtes évidemment, vous, Véronique, très, active, hein, auprès de la fédération, pour prôner les pratiques RSE et de la diversité. Christian aussi à travers vos réseaux. Est-ce qu'on peut imaginer, justement, développer, des réseaux, enfin vraiment les pulser davantage? Aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, beaucoup de RSE. Est-ce qu'on peut imaginer des réseaux, comme vous avez créé, Christian, auprès des entreprises, d'autres entreprises, des réseaux extérieurs spécialisés? Oui, disons que le modèle qu'on a créé sur Airbus, je pense qu'il est exportable à d'autres entreprises. Clairement, on l'a fait d'ailleurs, hein. On a aidé des réseaux à se créer dans pas mal d'entreprises, alors plutôt des grandes entreprises, mais pourquoi pas des PME. Et il est adaptable, je dirais, à chaque environnement. Euh, enfin, je dirais la façon dont on a monté notre réseau, c'est le sujet de la diversité cognitive, c'est un sujet qui est pas facile, hein, pour les entreprises. Elles savent pas trop par quelle boule prendre. Donc le fait qu'il y ait des employés ressources dans les entreprises qui finalement sont les mieux placés à la fois pour en parler, à la fois pour accueillir et pour accompagner d'autres employés, ça arrange bien tout le monde. Et personnellement, moi, je fais beaucoup de mentoring justement pour accompagner des personnes dans l'entreprise sur le cheminement qu'ils ont à faire et sur le sujet. Donc ce schéma où on a une ressource interne, je pense qu'on peut l'adapter, même à l'extérieur des entreprises, en faisant des regroupements peut-être de PME, et en ayant quelque chose, c'est un modèle encore à créer, mais on peut partir de notre modèle et l'adapter, j'en suis persuadé. On peut peut-être préciser effectivement que vous, présentez votre, réseau comme un réseau employé ressources groupe. Je ne me suis pas trompé? Oui, c'est ça, ouais, c'est le nom, en fait, ça vient des États-Unis, hein, c'est le nom, je dirais des réseaux qui, dans les entreprises portent des sujets, entre autres de la diversité, donc employés ressources groupe, et effectivement, c'est vraiment une ressource interne, et je dirais quand, des personnes, ressources humaines ou autres, ben, ont des difficultés ou ne savent pas quoi faire de cas particuliers, ils peuvent, avoir, un lieu ou une ressource, par nous, où ils nous les renvoient, où on intervient, pour essayer d'expliquer et de faire une médiation, on va dire, sur ces sujets-là. Après, je dirais, au niveau de l'inclusion, heu, il faut travailler, je dirais, hem, la convergence entre l'entreprise et ses salariés, et pour travailler cette convergence, hem
il va falloir effectivement faire beaucoup de formations, beaucoup d'explications au niveau de l'entreprise. Disons que chacun a son rôle, quoi. Chacun doit faire des pas vers l'autre. Donc au niveau de l'entreprise, déjà, il faut qu'elle affiche clairement sa volonté d'inclusion et des diversités, quelles qu'elles soient. Donc déjà, ça, c'est la première condition. Et puis après, ça va passer par de la formation et de toutes les personnes qui vont s'occuper de l'humain. Donc les ressources humaines, mais aussi les managers, mais aussi le médical, l'assistante sociale s'il y en a une. Enfin voilà, toutes les personnes qui s'occupent de l'humain dans l'entreprise pour favoriser l'écoute, je dirais, de toutes les diversités. Et c'est pas simplement on va cocher la case des diversités qui sont obligatoires par rapport à la loi. Et puis côté des employés, ils ont aussi un travail à faire et un cheminement à faire qui va passer par des compréhensions, par des acceptations. Dans notre communauté, je dirais aussi d'arrêter d'idéaliser l'entreprise telle que on voudrait qu'elle soit, et pour certains aussi travailler sur les émotions, puisque ça fait partie souvent du sujet. Et donc ça, voilà, nous, on va accompagner tout ça et on va aider à cette convergence. Et je Après, rajouterais, Christian, si tu veux bien, parce que je suis totalement d'accord avec toi, et je dirais également le client, parce que le client aussi, on va le faire progresser dans ce sens, et que la diversité, ça peut être aussi quelquefois un peu, on l'a eu, hein, c'est du vécu un peu brutal pour certains des clients quand on voyait une jeune fille arriver, par exemple, ah, c'est elle qui va faire mon chantier. Il y avait dans le regard comme une incertitude sur la compétence, parce que c'était une toute petite bonne femme et que ça allait être compliqué. Donc, et vraiment intégrer dans ça aussi le client, à mon sens, sur ce travail. Donc ça pose la question notamment des préjugés. Oui. Des préjugés, quand on ne connaît pas, on se pose des questions effectivement à savoir ce que la personne est compétente et capable. Hein. Mais alors, du coup, justement, entre le réseau que vous présentez, Christian, ou que ce soit en entreprise de peinture, par exemple, seconde œuvre, ou de manière générale, je rebondis sur une question là, de Jasmine. Comment avancer, comment un employeur peut favoriser l'expression des talents, l'expression des compétences, et comment un salarié, lui, peut avancer son caractère innovant dans une entreprise. Parce que parfois, quand on est à force de proposition, dans l'initiative, ça arrive que la personne soit, comment dirais-je, stoppée dans son élan. Comment favoriser cette expression? Ouais, encore une fois, enfin, c'est ce que je disais, ça passe par la formation de tout le monde et l'écoute, et la formation à l'écoute aussi, hein, parce que c'est aussi une formation, parce que souvent on dit aux gens de s'exprimer, mais si on n'est pas là pour les écouter, ça va aller que dans un sens. Donc il y a ça. Après oui, je suis d'accord avec vous que parfois l'innovation et encore, il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'innovation, parce que nous, on a expliqué, hein, que dans notre réseau, on avait des personnes qui étaient plutôt pas mauvais pour ça, quoi. Et on nous a un peu renvoyé dans nos 22 en nous disant: «Ouais, mais vous pensez qu'il y a que vous qui êtes capable de faire de l'innovation?» Et là, on a dit: «Ben non». Donc on a repris les rames, on a expliqué, on a dit: «Bon, déjà, dans les gens qui font de l'innovation, il y a des gens qui sont comme nous, et puis après, il y a différentes façons de voir l'innovation. Il y a l'incrémentiel, on fait qu'améliorer ce qui existe déjà, où il y a le disruptif, où on fait table rase et on repart sur d'autres paradigmes, quoi. Et c'est pas le même type de profil et de personnes qui ont ces capacités-là de divergence par rapport à l'innovation. Mais c'est vrai que l'innovation, encore faut-il que l'entreprise en ait besoin, le veuille, parce que je dirais, si une entreprise, on en parlait la dernière fois, est en difficulté économique ou est dans un milieu très concurrentiel, bah, elle va avoir tendance à essayer de trouver les bonnes idées un peu où qu'elles soient, et puis de toute façon, elle n'aura pas trop le choix. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises finalement qui ronronnent et qui sont tranquilles et qui bah, finalement n'ont rien envie de changer, et puis tout va bien comme ça, quoi. Donc là, les personnes qui vont arriver avec des nouvelles idées ne seront pas accueillies de la même façon, quoi. Donc c'est un ensemble. Donc ça dépend finalement de l'environnement, c'est plutôt stable ou instable de l'entreprise. Et Ça donc peut être ça peut être un facteur, oui. ça peut être Je un sais pas, facteur. Véronique voulait intervenir peut-être. Ouais, ben, je suis d'accord aussi, c'est-à-dire que c'est sa capacité à écouter.
Et la performance d'une entreprise, notamment d'entreprises dans des structures comme la mienne, des petites entreprises PME artisanales, l'écoute, elle est indispensable. Les bonnes idées, elles viennent de partout, hein. Il n'y a pas une personne qui a une bonne idée. C'est une bonne idée qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. C'est des brainstorming à longueur de temps sur le chantier, in fine, quoi, hein. Donc l'écoute, c'est l'essentiel. Et après l'écoute, il y a l'adaptation, la possibilité à la fois économique et puis technique. Enfin, après, il y a d'autres réflexions, bien évidemment, mais la base, c'est malgré tout l'écoute. D'accord. Mais alors justement, dans le cadre d'une, phase d'accueil et d'inclusion, Véronique, est-ce que, vous avez pu, écouter, ressentir, mesurer, hem, comment dirais-je? La qualité de l'accueil, de l'inclusion par rapport à une réduction du turnover, vous en parliez tout à l'heure, à la fidélisation. Christian tout à l'heure parlait de convergence, faire converger les intérêts de l'entreprise avec les intérêts des salariés. Est-ce que vous avez des indicateurs concrets pour mesurer cela? L'indicateur, ce que je disais tout à l'heure, le premier indicateur qui est très visible chez nous, c'est le peu de turnover. C'est-à-dire que le fait que les gens restent montre en tout cas qu'on est en phase dans notre travail et qu'on travaille dans le même sens. Le fait que nos clients reviennent, restent, notamment dans des périodes où c'est plus compliqué économiquement, eh ben, ça prouve encore une fois, c'est un indicateur fort sur la qualité, en tout cas, de la relation des valeurs qu'on a les uns et les autres et qui fonctionnent ensemble. Et on ne plaît pas à d'autres parce que ce n'est pas ces valeurs-là qui veulent forcément. Donc voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est essentiel pour moi, et c'est comme ça que je le mesure, sur le fait que moi j'ai fait le départ en retraite des salariés qui étaient chez mon père avant. Donc ça se mesure sur cette fidélisation en fait à la fois de ses salariés et à la fois de ses clients. Ouais, je suis assez d'accord sur effectivement, le turnover, c'est un des indicateurs qui est très simple à vérifier et puis je dirais, les burn-out aussi, hein. Mm. Le nombre de burn-out, c'est un bon indicateur sur, le fait que les personnes soient incluses et se sentent bien dans leur travail. Et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, Christian, pour partager quelque chose qui est réel, qui s'est produit dans notre entreprise il y a 6-7 ans à peu près. J'avais un conducteur de travaux. C'est un métier difficile, conducteur de travaux, parce qu'on est, voilà, on est le tampon entre le client, le salarié, les délais, enfin, les autres entreprises. C'est vraiment un métier qui est difficile et on est un peu malmené. Et un de mes conducteurs de travaux, en fait, voilà, on se voit quotidiennement, on voit bien que il descend en fait. Il descend et en fait, on s'aperçoit, parce qu'on se voit, parce qu'on se parle, hein, qu'il est limite quand même et qu'il n'en peut plus, en fait. Il n'en peut plus de ce poste. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi ensemble. Comment, puisque tu aimes ton métier, mais tu n'es plus en capacité de supporter cette pression qu'il y a sur le chantier. Et ça, la pression, on ne peut pas l'enlever parce qu'on ne la maîtrise pas. On a fait des formations déjà pour voir comment je gère mon stress, comment, voilà. Donc, il y a de l'écoute, il y a de l'action, de la formation. La formation suffit ou ne suffit pas par rapport à l'état et du besoin de mon salarié. Au final, on a fait des glissements de poste, c'est-à-dire qu'on a repéré, parce qu'on se connaît bien, alors c'est la chance d'une PME, hein, mais on se connaît bien, on se dit, tiens, ce profil-là, il a la compétence, si on l'accompagne en formation, il va pouvoir glisser sur ce poste-là, et lui, on va le mettre en sécurité sur un autre poste, plutôt en bureau d'études, puisqu'il en a aussi la compétence, et puis on va compléter par des petites choses. Et le fait de voir, d'écouter encore, eh ben, on met aussi les gens en sécurité au niveau de la prévention et de la santé, en fait. Vous oui, vous parlez, effectivement de formation. Hem, Qu'en pensez-vous? Comment fait-on, concrètement en entreprise pour, j'ai envie de dire sensibiliser, former à cette ouverture d'esprit qui est nécessaire, à cette différence vécue comme une richesse dans l'entreprise? Parce que, on est tous avec nos préjugés, même si on lutte contre nos préjugés finalement, on n'est pas toujours évident. Plus on va mélanger les gens et les genres, et moins on aura de préjugés, hein, au final. Mmh. L'ouverture, elle est permanente. Après, de notre côté, nous, on fait des opérations de sensibilisation, on appelle ça des awareness, parce qu'on parle beaucoup anglais. Mais voilà, c'est des sensibilisations et on intervient au niveau de certaines équipes où on explique
On prend 1 heure et on explique, voilà, les sujets de diversité cognitive, et on fait, bah, ce que je disais, hein, l'acculturation de l'organisation, et on passe beaucoup de temps à former, à expliquer, quoi, et on peut pas, ne pas passer par là. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie, mais c'est parfois fastidieux, mais on est voilà, il faut bien passer par une phase, qui est importante d'acculturation. Donc on fait des awareness, et on répond aux questions, et on apporte, on casse un peu les préjugés aussi, en essayant d'expliquer, voilà, dans le détail, ce qu'est vraiment la diversité cognitive, et ça m'est arrivé aussi à l'extérieur de faire des conférences, bah, ou des tables rondes comme ici, et encore merci de m'avoir invité, pour essayer de porter cette bonne parole. Mais voilà, j'ai fait aussi un TEDx, sur le sujet, à Toulouse Business School, et pour essayer encore une fois d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer. Il y a que ça à faire. Alors, l'information, la sensibilisation, l'information, le mélange des genres, malgré tout, est-ce que vous observez, encore de la discrimination ou de la méconnaissance? Ah mais c'est permanent. C'est un sujet qu'on va traîner et de pire en pire, puisqu'il y a le problème du préjugé, le problème des peurs. À partir du moment où on rentre dans cette émotion-là, il faut pas se dire: «Bon, bah, ça y est, j'ai réglé le problème». Pas du tout. C'est un problème de tous les jours puisque, le profil qui va venir, la personne qui va venir sera encore différente donc avec ça va apporter des peurs, différentes. Donc il faut jamais s'endormir, c'est pas possible en Mmh. fait. Le sujet, il est quotidien. Et Oui, pourtant oui, Christian? ouais, non, je suis assez d'accord, effectivement, que ce sera jamais fini. Bon, mais il faut voir aussi le chemin parcouru. Nous, on voit par exemple que, aujourd'hui, des personnes viennent nous voir en nous disant: «Bah, c'est ma RH qui m'a dit de venir vous voir», ou c'est, le médical qui m'a dit de venir vous voir, ou, l'assistante sociale même nous a envoyé quelqu'un. Donc ça veut dire que ça y est, Mmh. l'acculturation commence à se faire, et même, je dirais, il y a des psys extérieurs à l'entreprise, dans le bassin toulousain, par exemple, qui nous envoient du monde, des employés Airbus qui vont les voir et qui nous renvoient du monde. Donc ça veut dire que même c'est connu, su, à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il faut aussi voir, voilà, que tout ce qu'on fait depuis des années déjà, ça a déjà quand même porté ses fruits. Il faut voir le côté un peu positif aussi. Oui, et c'est, même très positif. On voit quand même que, il y a de plus en plus de mixité, de différences acceptées, effectivement, même s'il y a encore des biais, hein, et des travers dans toutes les entreprises. Justement, Véronique, vous qui êtes très, active au niveau de la Fédération française du bâtiment, au niveau de la Chambre des métiers, me semble-t-il aussi, hein. Est-ce que on peut imaginer, voilà, au sein des TPE, des PME, de travailler avec d'autres réseaux extérieurs, un peu comme, ce qui a été fait avec Christian Charlier, pour avoir des, employés ressources groupes qui échangeraient entre eux en extérieur? En fait, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que, on a une richesse dans le bâtiment, c'est qu'à la fois on est pareil, mais on est différent. Ce qu'on retrouve également dans l'artisanat. C'est-à-dire que, on n'a pas tout à fait les mêmes métiers, mais on va rencontrer les mêmes problématiques. On est des chefs d'entreprise, donc on n'a pas de collègues. On a créé avec la fédération, régionale du bâtiment, il y a, je sais plus trop, hein, les dates, je suis pas très douée là-dessus. Elle est peut-être 5-6 ans, ce qu'on appelle une communauté, la communauté RSE. Quand on a démarré cette communauté, au final, on devait être, allez, 5-6 entreprises qui se posaient des questions, alors de tailles différentes, c'est ça qui est également extrêmement riche, et qui se posaient des questions, bah, sur un tas de choses. Au final, qu'est-ce que c'est que la RSE déjà, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on est 80 entreprises à faire partie de ce réseau-là. On se rencontre à peu près, alors tout le monde ne vient pas évidemment, hein, mais à chaque thématique, mais on essaye 4 fois par an. On fait un listing en début d'année en disant, bah voilà, quel thème on pourrait aborder, qui on pourrait inviter, qui va nous éclairer, nous donner des pistes, et on va faire des ateliers pour travailler ensemble sur nos bonnes pratiques et comment on peut faire les choses pour qu'il y ait des échanges. Donc on fait ce genre de choses à nos petits niveaux en tout cas. Et alors, bah, justement, comment dirais-je? Enfin, à votre petit niveau, c'est quand même 80 entreprises. On sait que la RSE, la diversité sont des sujets un peu nébuleux
quand on n'est pas le nez dans ces sujets-là. Hem, Comment donner envie à des dirigeants, des managers, à des salariés de se sensibiliser à ces sujets-là de, la différence, source de valeur ajoutée, la diversité, Ben, on va comme leur ça parler économie aux patrons, en fait. On va leur parler d'économie parce que en fait, l'avenir de notre entreprise, c'est la diversité. L'avenir de nos entreprises, c'est l'humain. Et l'humain, ben, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais notre population fait de moins en moins d'enfants. La démographie française, elle n'est pas en hausse, elle est plutôt en baisse. Et qu'au-delà du paiement de nos retraites, il va falloir aussi des personnes actives qui travaillent dans nos entreprises. Donc, ils viendront bien d'ailleurs, les personnes actives. Donc, il faut commencer à travailler sur cette diversité-là également pour que justement les passages, les passations, les accueils se fassent de façon correcte et lente, parce qu'il faut quand même de la lenteur pour que ça dure. Et si on fait du forcing, marche moins bien. et alors justement, quand vous dites que ça viendra d'ailleurs, moi j'entends effectivement, les migrants, peut-être les reconversions, venir d'ailleurs d'autres métiers. Hem, c'est ça dont on parle? De pouvoir savoir accueillir des personnes, qui peuvent venir d'autres pays ou venir d'autres, secteurs d'activité? On est vraiment dans ça. On est vraiment dans ça, dans le bâtiment. Le bâtiment, quand même, cette richesse-là, c'est qu'il savait accueillir des profils atypiques malgré tout, puisque je rappelle le bâtiment, c'était d'abord les échecs scolaires, hein, c'était ça à l'origine, de moins en moins, mais on va avoir une population effectivement de reconversion professionnelle, une population qui va venir de pays étrangers avec des codes techniques différents. Donc, il va y avoir l'acculturation, effectivement, mais il y a la technique à apprendre également du métier, puisque les exigences ne sont pas les mêmes, qu'on soit au Portugal, qu'on soit à Marrakech ou qu'on soit en France. En peinture, on n'a pas les mêmes degrés on n'a pas le même DTU, on n'a pas le même état de finition. Donc, toutes ces choses-là, il va falloir les apprendre et les accueillir. Mais c'est D'accord, notre travail. et c'est la même chose, Christian, dans les plus grandes entreprises? C'est vrai que là, on a justement la chance avec vous 2 d'avoir 2 tailles d'entreprise totalement Mmh, différentes. mmh, mmh. Est-ce qu'on le perçoit de la même manière dans les grandes entreprises? Alors évidemment que quelle que soit la diversité, c'est des enjeux, d'aujourd'hui déjà, hein. On parle même pas de demain, on parle d'aujourd'hui, et au travers je dirais dans Airbus, il y a une fédération ou je sais pas comment appeler ça, mais qui regroupe l'ensemble des réseaux et des employés ressources group, sur les diversités, qui s'appelle Balance for Business, qui permet de travailler en commun pour faire avancer tous ces sujets-là. Et je dirais, le fait de travailler sur une diversité, et de faire avancer la cause entre guillemets d'une diversité, ça va aider toutes les autres diversités aussi à avancer, quoi. Et nous, quand on a démarré notre réseau, c'était en 2016, je dirais heureusement qu'avant nous, il y a eu beaucoup de travail fait sur le genre et sur les femmes, qui ont un peu ouvert la voie. Et nous, on s'est finalement engouffré là-dedans, parce qu'elles ont commencé à créer des brèches et à faire en sorte qu'on puisse enfin parler. Et il y a encore aujourd'hui, malheureusement, des entreprises qui ce sujet, il est même pas évoqué, quoi. On parle pas du tout de diversité, ou alors on est un peu obligé de parler de handicap ou de femmes parce que c'est obligatoire, mais ça reste vraiment très juste, voilà, du greenwashing entre guillemets, et il y a rien derrière. Donc oui, oui, le sujet, que ce soit une grosse entreprise ou une petite entreprise, de toute façon, la guerre des talents, elle est actuelle, elle est aujourd'hui, hein, c'est pas demain, hein. Ah, vous parlez de la guerre des talents. Mmh. Du coup, ça me renvoie un peu naturellement, d'ailleurs, vous venez même aussi de parler de handicap. On n'a pas trop parlé de handicap. Comment le handicap est accueilli en entreprise, dans vos entreprises respectives ou à travers votre réseau, Christian, Véronique? Le handicap dans votre entreprise? Alors, j'ai une personne handicap qui est, comme tu disais, Christian, tout à l'heure, sur les 10. Elle a été très bien accueillie. On lui a fait faire une formation. Elle a fait son CAP chez nous. On l'a gardée. Elle est en CDI chez nous. C'est une jeune femme. Et
elle a un profil qui attire, donc c'est facilitateur, c'est-à-dire qu'elle est tellement enfin, joviale, agréable, qu'il n'y a pas eu de difficulté en fait à l'accueillir. Et puis comme on travaille en équipe, il n'y a pas de problème de sécurité affective, de sécurité dans le travail, de sécurité de jugement par rapport aux autres, parce que en fait, il y a un côté assez paternaliste ou maternaliste, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est protégée par ses collègues de chantier vis-à-vis des autres, si jamais il pouvait y avoir un jugement, puisque physiquement, effectivement, ça se voit qu'elle a un petit décalage. Voilà. Faut-il du Ouais. coup mettre des moyens, encore une fois, que ce soit la formation, des financements, pour adapter le Oui, poste de on adapte parce qu'on réfléchit pas, on adapte au quotidien, c'est-à-dire on réfléchit pas pareil pour Alicia que pour une autre salariée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut pas qu'elle soit toute seule, on sait qu'il faut pas qu'elle travaille en hauteur. Donc oui, évidemment, il y a des contraintes. Mais c'est une contrainte comme une autre. Enfin, des contraintes en entreprise, il y en a tous les jours. Donc une fois qu'elle est intégrée, elle fait partie de la réflexion. Donc elle n'est pas surmontable. Après, tout dépend des handicaps. Par rapport à un handicap que Alicia a, il n'y a pas de frein spécifique, en tout cas dans notre fonctionnement. Il y a juste une prise en compte de ses difficultés et comment on fait pour l'accompagner pour qu'elle soit, elle, en sécurité, qu'elle puisse s'épanouir dans son travail et qu'elle soit efficace par la suite. Et je rebondis juste sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est pas facile pour les femmes, c'est cette idée de parité et de quota. C'est même frustrant. Hein. Je vous dis comme mon propre ressentiment quand on est venu me chercher pour les chambres des métiers. Ma première question a été, alors pourquoi vous voulez que je vienne? Est-ce que vous voulez que je vienne pour le quota, pour votre parité, ou est-ce que vous voulez que je vienne pour travailler? Et donc, on est obligé de poser cette question-là. Moi, je veux bien venir pour la parité, hein, si vous voulez. Dans ces cas-là, si c'est que ça qui vous intéresse chez moi, vous me mettez en bas de page et puis vous aurez mon nom, point barre. Par contre, si vous voulez que je travaille, oui, voilà, mais il faut qu'on soit clair. Pourquoi vous voulez que je sois là? Et on est quand même encore aujourd'hui à poser cette question-là. pour finalement oui, Christian? Oui, pardon. Non, juste sur le handicap, bon, dans les grandes entreprises, effectivement, c'est un sujet qui est organisé et puis il y a des enjeux financiers, hein, par rapport à ça. Donc, il y a forcément des personnes qui s'occupent de ça. Donc il y a pas de souci par rapport à ça. Par rapport à notre réseau, nous, notre positionnement, c'est de pas considérer, les personnes au travers de ce sujet du handicap. Et c'est un vrai positionnement, hein. Alors moi, je suis, HQI et je suis dyslexique, hein, j'ai les deux cases. Hem, Nous, on voit les personnes au travers à la fois d'un package de forces et de faiblesses, et on ne veut surtout pas rentrer dans la case du handicap parce que pour moi, je pense profondément, ça va être un enfermement. Parce que ça rentre dans la case, mais la case, elle commence à un endroit et elle s'arrête à un autre, alors qu'on est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que bon, même si, par rapport à un handicap et moi j'ai une reconnaissance RQTH, où il peut y avoir des adaptations et c'est nécessaire, au travers de notre réseau, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant. On va mettre en avant la personne avec l'ensemble de ses forces et de ses faiblesses. Mais alors, moi, je me pose la question, justement, c'est comment dirais-je? On va mettre la personne en avant avec ses forces, et ses faiblesses, le handicap ou les difficultés de lecture, de langue et cetera, hem, est-ce qu'il faut, comment dirais-je? Je ressens un paradoxe, en fait, dans ce qui est dit. C'est-à-dire que d'un côté, il faut pouvoir exprimer les différences comme source de Mmh. valeur ajoutée, de créativité, d'innovation et en même temps, un certain nombre de différences, de handicaps, on ne veut pas trop les mettre en avant non plus. J'ai pas dit ça, hein. Je dis nous, au travers du réseau, on n'apporte pas le sujet des twice exceptionnels au travers du handicap, c'est tout. C'est au travers du réseau, on va pas pousser là-dedans parce que finalement, c'est tellement facile de nous amener dans cette boîte-là et de nous enfermer là-dedans et puis on n'en parle plus, quoi. Alors que c'est pas ça le sujet, il est beaucoup plus vaste que ça. C'est juste ce risque-là. Après au niveau de l'entreprise, et là encore une fois, je parle pas au nom d'entreprise. Au niveau de l'entreprise, ce sujet, il est pris en compte, il est accompagné, il y a tout ce qu'il faut pour aider tenir compte des cas particuliers. Je veux pas que ce soit entendu comme un paradoxe dans le sens, il y a l'entreprise qui fait son job, elle le fait bien et après nous, dans ce que nous on essaye de faire
entendre et comprendre, on ne veut pas se limiter à ça parce que ça va être encore une fois un enfermement. Et je rajouterais que si on pointait du doigt le handicap ou la diversité ou la femme, on n'intègre pas en fait, puisqu'on met de côté. On te dit, toi, tu es différente. L'idée, c'est pas de dire que l'autre est différent. L'idée, c'est de se dire, il est différent, mais tout le monde est différent, mais on l'intègre dans la société. Donc, ça peut pas être mis en avant, en fait. Je sais pas si je suis claire, mais si on veut une véritable intégration, on intègre, point. Mais On se mais je pose suis pas d'accord cette que c'est question-là. c'est une des difficultés parce qu'à la fois, il faut parler de la différence parce que et je rebondis, hein, oui, on est tous différents, mais en disant: «On est tous différents», finalement, on nie les différences. C'est-à-dire qu'on est tous différents, donc bon, mais il y a des différences qui sont peut-être, plus dimensionnantes, on va dire, quoi, donc ça veut dire qu'on les nie et à la fois, ben, il faut arriver à cette intégration où il faut essayer je dirais qu'il faut travailler sur ce qui nous réunit, quoi. Mmh. Il faut à la fois avoir fait le chemin de savoir qu'est-ce qui nous différencie pour essayer de travailler sur cette convergence et de travailler sur, comment on développe des stratégies pour que ça se passe mieux dans nos différences et après une fois qu'on a fait ce boulot-là, on va travailler sur ce qui nous réunit, sur ce qu'on a en commun, quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Les 2 sujets sont là, quoi. D'où le positionnement des valeurs en entreprise. Effectivement, et là, on va arriver vers le mot de la fin, sujet très passionnant, mais voilà, le temps nous est compté. Pour clôturer justement cette partie-là sur l'accueil et l'inclusion, Véronique, bah, je vais peut-être vous redonner la parole. Vous parliez à l'instant de valeurs. Quels sont les 2-3 mots-clés ou l'idée que vous aimeriez que l'on retienne sur ce sujet de l'accueil et de l'inclusion? Alors oui, j'ai l'impression de redire, mais effectivement, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être en phase avec ses valeurs et qu'elles soient partagées avec l'équipe pour que ce soit cohérent et pour que ce soit la réalité. La deuxième chose, ce serait effectivement aussi l'écoute et le partage de nos équipes. Notre valeur ajoutée en bâtiment, c'est qu'on a ça au quotidien. Notre activité, c'est 80%, c'est de l'humain. Donc, on travaille et on vit avec l'humain. J'ai la chance d'être une mère de famille. Comme je dis, j'ai pas 4 enfants, j'en ai 45 au final, quoi. Ce qui fait beaucoup quand même pour Bon. au sein d'une famille. Et Christian? c'est une grande famille. C'est une grande famille, c'est ça, absolument, et une belle famille. Christian? Bah, si les gens pouvaient retenir, l'importance, je dirais et qu'il y ait une prise de conscience de ces sujets de diversité et d'inclusion, et qu'ils comprennent que c'est à la fois, un sujet de responsabilité sociétale, des entreprises et à la fois un sujet de retour sur investissement. Et les 2 volets, et donc sans parler, forcément de bien-être au travail, déjà, si on peut éviter, qu'il y ait des burn-out, qu'il y ait des situations de harcèlement, comme peut subir certaines communautés, ben, ce serait déjà mieux, et puis d'un autre côté, c'est un levier de performance parce qu'elle va permettre aux gens d'exprimer leurs talents, elle va permettre aux gens on va pouvoir attirer ces talents-là et puis on va pouvoir les retenir surtout. Donc c'est un vrai enjeu et parce que ça apporte de la valeur au travers de l'intelligence collective. Donc, si on retient ça, on peut se dire: «OK, ben, oui, on est conscient, on va travailler là-dessus et on va essayer de mettre en place et de voilà, de trouver des solutions». Donc on est pareil, mais on est différent. Un terme que j'ai retenu, moi aussi de tout à l'heure, et le retour sur investissement, effectivement, de l'entreprise. La diversité, est une chance pour l'entreprise et permet effectivement d'améliorer, hein, la performance, hein, c'est ce que vous venez de dire Christian. Merci beaucoup, il va falloir que l'on clôture. J'espère qu'on aura la chance de vous avoir, lors de notre colloque, le 29 vendredi 29 novembre, à Rennes, pays de Rennes, on va dire, hein. Merci encore pour vos précieux, Merci. conseils et C'est à puis, vous, ouais. écoutez, au plaisir de se revoir. On va laisser maintenant la place à la troisième partie, liée au management de la diversité. Donc vous voyez, après le recrutement, l'accueil et l'inclusion, maintenant le management, de la diversité, en espérant effectivement que les managers et les chefs d'entreprise, les cadres que vous représentez, voilà, puissent véritablement développer cette, acculturation, à la diversité. Merci encore à vous Merci et puis beaucoup. Merci à à vous. très bientôt. Je laisse la Merci. place à la troisième partie.